Eh ben, il est pile 10 heures. Donc on va pouvoir. J'ai eu un petit peu peur. Je suis arrivé en RER et j'avais pris de la marge, mais la marge a été entièrement mangée par, par le trajet. Donc merci à tous d'être ici aujourd'hui. Donc c'est le premier d'une série de 8 cours après ma leçon inaugurale de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler des gaz de l'atmosphère. Sachant que donc, dans l'atmosphère, il y a des gaz dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi des aérosols. Les aérosols sont des petites particules solides ou liquides qui sont en suspension dans l'atmosphère. Donc on va en parler en fait la semaine prochaine. Et puis il y a aussi des nuages dont je vais parler le 12 décembre. L'atmosphère, donc les gaz, vous avez une décroissance exponentielle en fait de la pression avec l'altitude, avec une hauteur caractéristique de 5 km. Ça veut dire que vous avez en gros la moitié de la masse de l'atmosphère qui est dans les premiers 5 km de l'atmosphère, mais ensuite ça décroît, et il est bien sûr impossible en fait de donner une hauteur à laquelle l'atmosphère s'arrête complètement, parce qu'il y a de moins en moins de gaz, mais il y en a toujours un petit peu. Simplement, traditionnellement, on dit que l'atmosphère s'arrête à peu près à 100 km. Vous voyez qu'à 90 km, vous avez encore 10-6 de la pression. Il y a 10-6 de la pression qui reste, donc il y en a encore un petit peu, mais suivant les processus, ça peut être complètement négligeable. Ensuite, dans l'atmosphère, ce qui est intéressant, donc on a une décroissance de la température, ça c'est la température en fonction de l'altitude qui est montrée ici, donc décroissance de la température qui va jusqu'à des températures de l'ordre de moins 50, moins 60 degrés, enfin ça dépend des zones, des choses comme ça. Et vous voyez qu'ensuite vous avez une stabilité de la température et au contraire après une remontée, parce que en fait, le rayonnement solaire est absorbé en particulier par l'ozone. Bon, j'en parle pas plus. En suivant mon cours, vous aurez un exposé qui parlera justement de tout ce qui concerne la couche d'ozone, son évolution dans le temps. Et je vous invite vraiment à rester après mon cours parce que je vous promets que ça sera absolument passionnant. Si, c'est une promesse. Alors, maintenant, donc, dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, je vais parler des gaz de l'atmosphère. Des gaz dans l'atmosphère, il y en a toute une tripotée. Donc, en gros, l'essentiel de la masse, c'est d'une part l'azote sous forme N2, donc du diazote. 78% en nombre de l'atmosphère, c'est du diazote, et puis vous avez de l'oxygène, 20,9%. Donc vous voyez qu'avec simplement le diazote et le dioxygène, vous avez déjà 99% de l'atmosphère, enfin, ou 98%. Il y a aussi l'argon, qui est un gaz rare, un gaz qui est franchement pas très intéressant parce qu'il est stable, il ne se passe rien avec, qui fait un peu moins d'1%. Et puis tout le reste, ça fait moins que 1% en fait. Et même moins que 0,5 pour 1000 si on exclut la vapeur d'eau. Je vais y revenir dans un instant. Donc ici, on a des concentrations qui sont en ppm. ppm, ça veut dire partie par million. Donc ça veut dire que sur 1 million de molécules de gaz, vous en avez ici 420 qui sont des molécules de CO2 et 18 qui sont des molécules de néon. Donc vous voyez, 420 ppm, 420 par million, ça fait moins de 1 pour 1000. Moins de 1 pour 1000, et puis tout le reste, c'est beaucoup moins de 1 pour 1000. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler un petit peu du dioxygène, parce que c'est un gaz qui est intéressant à plus d'un titre, entre autres parce qu'il est strictement nécessaire à notre vie. On va parler du CO2, parce que quand même, c'est le principal moteur du changement climatique, et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes à voir avec le dioxyde de carbone. On va parler du méthane. Le méthane, c'est aussi un gaz très intéressant, un peu pour les mêmes raisons que le dioxyde de carbone. On va parler un petit peu de la vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, c'est autant tous les gaz qui sont là sont assez bien mélangés dans l'atmosphère, c'est-à-dire que vous les mesurez en France ou vous les mesurez dans l'hémisphère sud,
en gros, à quelques pourcents près, vous mesurez la même chose. Ce n'est pas du tout vrai pour la vapeur d'eau, hein, dont la concentration est extrêmement variable. Ça peut aller dans les atmosphères très chaudes, très humides, jusqu'à 5%, hein, 5% de l'air à un endroit donné qui peut être de la vapeur d'eau. Mais à l'inverse, ça peut être moins de 1 pour 1000 dans la haute atmosphère. Et avec, à la fin, on a quelques pour 1000. En fait, je vais en parler un petit peu, mais pas énormément, parce qu'il y aura un séminaire spécifiquement sur la question de la vapeur d'eau et son rôle dans le système climatique. Et puis enfin, comme je vous ai dit, l'ozone, je vais très peu en parler, parce qu'il y aura un séminaire en suivant spécifiquement sur cette question. Alors, avant de parler de l'atmosphère d'aujourd'hui, parce que c'est quand même la question qui nous préoccupe le plus, j'aime bien faire un peu une introduction historique pour montrer que dans le passé, en fait, l'atmosphère de la Terre, elle n'a pas été toujours comme aujourd'hui. Et en particulier, si vous regardez la concentration en oxygène, la pression, en gros, c'est la pression partielle d'oxygène qui aujourd'hui est de l'ordre de 0,2. Hein, c'est ce qu'on a vu il y a un instant, 20% de la masse de l'atmosphère aujourd'hui, c'est de l'oxygène. Donc, si on regarde au cours du temps, vous voyez que l'âge en milliards d'années, aujourd'hui on est là, et au début de la Terre a à peu près un âge de 3,8 milliards d'années. Pendant les premiers milliards d'années, il n'y avait pas du tout d'oxygène, et puis vous voyez que cette concentration, elle a d'abord augmenté un petit peu, et puis très fortement sur le dernier milliard d'années pour se stabiliser autour de 20% aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même vraiment, c'est une histoire qui est intéressante. En fait, donc il y a 3 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. L'atmosphère, c'était du méthane, du sulfure d'hydrogène, c'était de l'ammoniac. Bon, tout ça, on n'en est pas complètement sûr. Hein. Il y a quand même assez peu de restes pour en être sûr. Mais bon, c'est ce qu'on croit comprendre aujourd'hui. Et puis, bon, il y a des organismes qui sont apparus au bout de, on pense, à peu près 1 milliard d'années. Au début, des organismes mono et des pluricellulaires qui étaient dans les océans, pas sur la Terre. Et puis, bon, par mutation génétique aléatoire, et puis partiellement digérée, donc il y a eu l'apparition de la photosynthèse. Dans la photosynthèse, en fait, la photosynthèse produit de l'oxygène, en fait, va dissoudre les molécules de l'eau en particulier, et puis libérer de l'oxygène. Qui est l'oxygène? C'est un déchet toxique en fait pour la vie de l'époque. C'est un oxydant et la vie de l'époque n'aimait pas du tout l'oxygène. Bon, dans un premier temps en fait, ça s'est pas trop mal passé parce que dans les océans il y avait du fer qui était dissous et simplement l'oxygène a servi à oxyder le fer. L'oxyde de fer s'est déposé sur les fonds des océans et en fait les principales ressources en fer, les mines de fer qu'il y a d'aujourd'hui, c'est justement des dépôts d'oxyde de fer de l'époque. Et puis, une fois qu'il y a eu une fois que tout le fer a été consommé dans les océans, eh ben, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans les océans et l'atmosphère, et ça, c'était pas du tout bon pour la vie de l'époque. Donc, ça a conduit à la disparition d'un certain nombre de micro-organismes, et en particulier les micro-organismes qui produisaient le méthane. Du coup, donc d'une part, il y avait une production de méthane qui a disparu, et puis d'autre part, l'oxygène aussi qu'on pouvait conduire à l'oxydation du méthane, et donc là, la disparition du méthane dans l'atmosphère. Et donc, puisque le méthane est un très fort gaz à effet de serre, donc vous avez la disparition du méthane a conduit à une diminution de l'effet de serre, et la Terre est devenue une boule de glace. La Terre a fortement refroidi à tel point de devenir complètement gelée. Bon, ça c'est une histoire qui est crédible. Il y a un certain nombre d'éléments géologiques pour le prouver. C'est pas aussi démontré que ce qui se passe aujourd'hui, hein, parce que les traces qui ont été laissées dans le passé sont bien évidemment plus réduites que ce qu'on a sur le passé plus récent. Mais quand même, alors après, qu'est-ce qui se passe? Parce que la glace sur Terre réfléchit les rayons du Soleil, et donc, puisque la glace réfléchit les rayons du Soleil, le Soleil réchauffe la Terre beaucoup moins bien, et du coup, la Terre se refroidit un peu encore plus. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet état-là? Eh bien, en fait, la tectonique des plaques n'est pas affectée. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez une terre froide qu'il n'y a plus de tectonique des plaques, donc la tectonique continue, et les volcans continuent à émettre du CO2, qui va donc s'accumuler dans l'atmosphère, et donc avec cette accumulation
très importante du CO2 dans l'atmosphère, et bien vous allez avoir une augmentation de l'effet de serre, à tel point que la Terre va pouvoir se réchauffer à nouveau et faire fondre la glace, et donc elle va enfin pouvoir sortir de cet état complètement gelé. Alors pourquoi, donc je vous ai dit que j'avais envie d'introduire un petit peu mon cours aujourd'hui par cette histoire-là, parce que, bon, d'une part, je trouve que c'est intéressant de voir un peu les différents mécanismes, où il y a de la biologie qui intervient, il y a de la chimie de l'atmosphère, et puis il y a de la physique, hein, tout ça ensemble. Mais surtout, je trouve que c'est intéressant de voir que dans un très lointain passé, il y a eu un développement incontrôlé de la vie qui a, d'une part, conduit à la disparition de certaines espèces, et d'autre part, qui a conduit à un changement climatique avec un impact qui avait un impact sur sa propre existence. Donc, donc finalement, la situation qu'on a aujourd'hui, où l'humain grossit, enfin, se développe sur Terre, au dépit, avec un impact majeur sur la biodiversité, avec un impact majeur sur le climat, et bien en fait, ce n'est pas inédit. C'est déjà arrivé dans le très lointain passé, simplement à des échelles de temps qui n'ont rien à voir. Et puis, les organismes mono- ou pluricellulaires de l'époque, ils n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc la situation n'est pas complètement transposable, mais quand même. Toute cette histoire, c'est quand même bénéfique, parce que finalement, la disparition, enfin l'évolution de la composition de l'oxygène dans l'atmosphère, et puis la disparition de certains organismes, c'est ce qui, à terme, a permis le développement d'autres organismes qui étaient adaptés aux concentrations importantes d'oxygène dans l'atmosphère, et puis, à terme, l'apparition des mammifères, et puis des plantes et compagnie. Donc, voilà, une histoire que je trouve intéressante. Alors maintenant, on va s'intéresser au présent, ou en tout cas, vous allez voir dans mon exposé aujourd'hui, au plus loin, je remonte au dernier million d'années. Sur le dernier million d'années, l'atmosphère, elle ressemble essentiellement à ce qu'elle est aujourd'hui. On a une proportion d'azote, d'oxygène, de vapeur d'eau qui est quand même très, très similaire à celle d'aujourd'hui. Alors, donc on va rester. Donc, je vous ai parlé pas mal d'oxygène, donc je vais continuer à vous parler un peu d'oxygène. En fait, souvent on entend dire l'Amazonie, c'est le poumon de la Terre. Alors, j'utilise mon cours aujourd'hui pour dire non. En fait, l'Amazonie n'est pas particulièrement le poumon de la Terre, parce que certes, en Amazonie, l'Amazonie c'est une immense forêt avec énormément de photosynthèse. Et la photosynthèse, effectivement, elle utilise le dioxyde de carbone de l'atmosphère, elle utilise l'énergie qui vient du Soleil pour former du glucose et puis libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais en fait, il faut bien rappeler que la respiration des végétaux et la décomposition après la mort des végétaux, ça consomme de l'oxygène à peu près tout autant, et finalement une forêt qui est mature, une forêt ancienne, qui est grossièrement à l'équilibre, et pour le bilan, elle est neutre, elle consomme autant d'oxygène qu'elle en produit, donc il n'y a absolument aucune raison de dire que l'Amazonie est aujourd'hui un poumon où produirait de l'oxygène. En fait, dans l'atmosphère, de l'oxygène, il y en a énormément. Je vous ai dit tout à l'heure, 20% de l'atmosphère, c'est de l'oxygène. Alors, si on le met en parties par million, à nouveau, la partie par million sur un million moléculaire, il y en a 209 000 qui sont des molécules les molécules d'oxygène. Alors, si on regarde maintenant, quand on fait des mesures extrêmement précises, en fait, on peut regarder comment cette concentration d'oxygène varie dans le temps. Donc, vous voyez, là, sur ce graphe, j'ai des mesures qui ont commencé dans les années... Enfin, ça, c'est le dioxyde de carbone ici, et puis là c'est l'oxygène. Donc, vous voyez que les mesures de dioxyde de carbone ont commencé à la fin des années 50, et puis les mesures de l'oxygène, c'est plus difficile à faire parce que les variations relatives sont extrêmement faibles. Vous voyez qu'on va regarder des variations relatives de quelques dizaines sur 200 000. Donc, c'est quand même des variations relatives qui sont très faibles. Bref, donc l'oxygène, vous voyez que dans le même temps que le dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, vous voyez que l'oxygène a tendance à diminuer. En fait, si on regarde un petit peu sur la période ici, là, sur la période donc d'une vingtaine d'années sur laquelle on a des mesures de l'oxygène, vous avez une diminution de l'oxygène
qui est de l'ordre de 80 parties par million. Et puis, pendant le même temps, le CO2, là, il a augmenté d'à peu près 40 parties par million. Alors, la question, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est de la chimie un petit peu de base. Hein. On brûle du charbon. Donc, en fait, quand on brûle du charbon, on prend un atome de carbone, on prend une molécule d'oxygène, et puis on fait une molécule de dioxyde de carbone. Donc, finalement, c'est assez logique que dans le même temps on a une augmentation de 1 de CO2, on devrait avoir une diminution de 1 de O2. Bon, ce n'est pas ce qui se passe, hein. Vous avez vu qu'il y a un facteur 2 entre les deux. Alors, parce qu'on ne brûle pas que du charbon, en particulier si on brûle du gaz, eh ben, le gaz c'est CH4, et donc là c'est CH4 plus 2 molécules d'oxygène donne une molécule de CO2 et 2 molécules de H2O. Donc là on voit bien que pour une augmentation du CO2, on a 2 diminutions de l'oxygène. Donc ça, on retrouve bien le rapport qu'on voudrait bien. Bon, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, hein, mais il y a d'autres choses. D'autre part, il y a une croissance nette de la végétation qui, elle, pour le coup, la croissance nette de la végétation, je l'ai expliqué dans ma leçon inaugurale de la semaine dernière. Donc, en gros, aujourd'hui, on a quand même la végétation est plutôt une légère source d'oxygène. Et puis, à l'inverse, dans les océans, donc les océans absorbent du CO2 sans impact sur l'oxygène. Donc, pour comprendre l'intégrale de ça, on comprend bien pourquoi l'oxygène diminue. C'est essentiellement parce qu'on brûle du carbone et donc on fabrique des molécules de dioxyde de carbone. Mais si on essaye d'être vraiment quantitatif et d'essayer de comprendre la relation entre les deux, ben, il faut en prendre en compte l'ensemble de ces processus. Alors maintenant, on peut regarder, donc vous avez vu que je vous ai parlé de la tendance à la baisse. Maintenant, vous avez bien remarqué qu'il y a aussi un cycle annuel, hein, des variations qui sont même plus importantes que celles du CO2. Hein. Pareil, le CO2, je vous ai expliqué la semaine dernière le cycle annuel de la concentration de dioxyde de carbone qu'on observe dans l'hémisphère nord. Mais vous voyez que là, c'est plus important. Alors, la raison à ça, la raison du cycle annuel de l'oxygène, c'est d'une part, parce qu'il y a un cycle annuel de la photosynthèse, et puis d'autre part, des océans, il y a de l'oxygène dissous dans les océans. Lorsque les océans se réchauffent, ils ont tendance leur capacité à dissoudre de l'oxygène diminue, et donc il y a un flux net d'oxygène en direction de l'atmosphère. Et à l'inverse, en hiver, lorsque l'océan se refroidit, il absorbe un peu plus d'oxygène, et donc il y a cette diminution. Donc c'est ça qui explique. Enfin, les deux processus vont à peu près dans le même sens, sont à peu près en phase, et expliquent les deux donc ce cycle annuel qui est, pardon, je voulais pas montrer là. En fait, il y a deux courbes. Il y en a une qui est dans l'hémisphère nord et l'autre qui est dans l'hémisphère sud. Hein, 2 mesures dans les deux hémisphères. Et donc, effectivement, donc les phases sont opposées pour les deux. Donc, voilà tout ce que je voulais dire sur l'oxygène. Maintenant pour ce qui est de la vapeur d'eau, c'est un gaz, comme je l'ai dit en introduction, dont la concentration est très variable dans l'atmosphère. Je ne vais pas beaucoup en parler, je vais juste, sur la vapeur d'eau, je vais juste avoir cette planche, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir le séminaire d'Hélène Brognier dans 15 jours, là aussi très intéressant, forcément. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc c'est très variable dans l'atmosphère. La concentration moyenne, hein, en gros, si vous prenez toute l'eau qui est dans l'atmosphère et que vous la déposez au sol, hein, sous forme liquide, ça fait 2 cm. Il y a l'équivalent de 2 cm d'eau liquide dans l'atmosphère. Donc ça fait 2 grammes, ça fait 2 grammes par centimètre carré, sachant que l'atmosphère, elle fait à peu près 1 kg par centimètre carré. Donc en masse dans l'atmosphère, vous avez 2 pour 1000. Vous avez en masse 2 pour 1000. En nombre, c'est un petit peu différent. Alors en fait, ce qui est important de comprendre, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la concentration de vapeur d'eau est très variable dans l'atmosphère, c'est que la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau est très variable suivant sa température. C'est-à-dire que de l'air qui est froid peut contenir très peu de vapeur d'eau, et à l'inverse, de l'air qui est chaud peut contenir beaucoup de vapeur d'eau. Cette croissance, c'est 7%
par degré. Vous augmentez la température de l'air de 1 degré, l'air peut contenir, peut dissoudre, si vous voulez, à peu près 7% de plus de vapeur d'eau. Donc, sachant que dans la haute atmosphère, on a moins 40 et dans les tropiques, on a 30 degrés, vous imaginez bien que la capacité de l'air entre de l'air qui est dans la stratosphère et puis de l'air qui est à la surface, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça qui est au premier ordre, c'est cette variation de température qui explique les variations de concentration d'eau dans l'atmosphère. Alors pour ça, du coup, dans le système climatique, la vapeur d'eau, c'est pas un forçage, dans le sens où, même s'il y a des activités humaines qui mettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a des gens qui insistent, par exemple, sur le fait que les centrales nucléaires injectent de l'eau dans l'atmosphère, et puisque la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, ça montre bien que les centrales nucléaires ont un impact sur l'effet de serre. Bon, en pratique, la source anthropique, la source humaine de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est surtout l'irrigation. L'irrigation, et effectivement, vous avez des sols qui, normalement, sont secs, vous mettez de l'eau dessus, l'eau s'évapore, et donc c'est ça la source principale. Mais en fait, dans l'atmosphère, la quantité de vapeur d'eau est régulée, c'est-à-dire que s'il y a trop de vapeur d'eau, et ben l'eau, elle se condense, elle précipite et elle se débarrasse. En fait, donc même si les activités humaines rajoutent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, cette vapeur d'eau, elle est éliminée simplement par précipitation, et donc il n'y a pas d'impact climatique, direct. Maintenant, ça ne veut pas dire que la vapeur d'eau n'est pas importante pour le climat, pour une raison que j'explique très très grossièrement avec ce petit schéma ici. Donc, les activités humaines conduisent à une augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. J'espère que la plupart des gens dans cette salle en sont persuadés. Donc ça conduit à une hausse des températures. Puisqu'il y a une hausse des températures, je vous ai dit, la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau augmente. Aujourd'hui, en gros, les températures moyennes mondiales ont augmenté de 1 degré. Ce n'est pas homogène spatialement, mais l'ordre de grandeur, c'est 1 degré. Donc finalement, la capacité de l'atmosphère à contenir la vapeur d'eau a augmenté de 7%, je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'observe. Vous voyez sur ce graphe la quantité de vapeur d'eau qui a été en augmentation du fait du réchauffement de l'atmosphère. Et donc, puisque la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, eh ben, vous allez avoir un renforcement de l'effet initial. Effectivement, l'effet de serre de la vapeur d'eau augmente, non pas parce que l'humain a mis de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais parce que l'humain a mis du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui lui y est resté, il a augmenté l'effet de serre, et donc il a augmenté les températures. Et donc cette rétroaction conduit qu'à la fin, on a une augmentation des températures qui est plus importante que s'il n'y avait pas cette boucle de rétroaction. Et quand je dis plus importante, le rapport, c'est typiquement un facteur 2 à 3. Donc la vapeur d'eau, si on veut comprendre le réchauffement climatique actuel, il faut absolument comprendre cette rétroaction de la vapeur d'eau, sans quoi on a un réchauffement qui est beaucoup plus important que celui qu'on aurait sans ça. Voilà. Donc, à nouveau, si vous voulez en savoir plus sur la vapeur d'eau, je vous invite à aller écouter le séminaire d'Hélène dans 15 jours. Donc l'ozone, pareil, juste une toute petite introduction pour que ma présentation soit complète, mais vous allez avoir le séminaire en suivant. Donc juste pour dire que l'ozone, c'est un gaz qui n'est pas bien mélangé. L'essentiel de l'ozone se situe dans des couches d'atmosphère qui sont entre 15 et 35 km, et même un peu plus précis, surtout entre 20 et 25. Il y a aussi de l'ozone dans la stratosphère. Lui, c'est un polluant qui est néfaste pour la santé, alors que ça, c'est le bon ozone et ça, c'est le mauvais ozone, en gros, très, très, très grossièrement. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que la problématique de l'ozone, c'était un petit peu la grande question environnementale dans les années 90, et puis c'est plus trop le cas aujourd'hui grâce aux mesures qui ont été prises. Donc là, ces courbes, elles montrent un petit peu la variation de la concentration en ozone dans différentes régions, et en fait, le trou d'ozone, il a été observé essentiellement, ce trou, il est manifeste dans
dans les hautes latitudes de l'hémisphère sud, vous voyez, avec un décrochage vraiment très important dans les années 80, et puis avec des choses qui sont moins nettes, mais quand même réelles, même au niveau global. On voit bien quand même au niveau global qu'il y a eu une chute dans les années 80. Bref, j'en dis pas plus ici. Alors, dioxyde de carbone et méthane, donc ce sont des gaz qui, à mon sens, sont intéressants parce qu'ils sont impactés par des processus biologiques. La photosynthèse en particulier, tout ce qui est respiration, la végétation, la végétation est un être vivant, donc il respire, donc il absorbe de l'oxygène et il émet du dioxyde de carbone aussi. Il y a la même chose dans les sols. Dans les sols, on trouve des bactéries, on trouve des microbes qui consomment le carbone et qui émettent du dioxyde de carbone. Et puis on a aussi des bactéries méthanogènes, des bactéries qui, au lieu d'émettre du méthane dans leur respiration, elles ont tendance à émettre au lieu d'émettre du dioxyde de carbone, elles émettent du méthane. Donc en fait, du coup, la concentration de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère va varier en réaction à ces processus biologiques et l'évolution de ces processus biologiques. C'est-à-dire que dans le cadre du changement climatique, il y a une évolution de la biosphère, et ça va avoir un impact aussi sur justement les émissions de dioxyde de carbone et méthane. Alors, donc les sources de CO2, je ne vais pas revenir dessus. Si vraiment vous voulez en savoir plus, allez réécouter ma leçon inaugurale. Les sources de méthane qui sont décrites ici, alors c'est complexe. Il y a vraiment des sources de méthane naturelles qui sont à peu près du même ordre de grandeur que les sources de méthane anthropiques qui sont montrées sur la gauche. En particulier, tout ce qui est zone humide, en fait, sont des sources de méthane importantes. Et puis, il y a aussi du méthane géologique, il y a les termites. Il y a certains animaux sauvages qui sont comme les ruminants élevés d'élevage qui sont des sources de méthane. Pour ce qui est des sources anthropiques qui sont montrées sur la gauche, vous avez beaucoup l'agriculture, tout ce qui est agriculture et déchets, qui sont des sources de méthane importantes. Alors l'agriculture, c'est d'une part les ruminants. Là, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Les ruminants, ils pètent, c'est les proutes des ruminants. En pratique, c'est plutôt des rots des ruminants que des proutes. Mais donc d'une part, effectivement, c'est une source de méthane réelle, significative, mais c'est aussi surtout tout ce qui est zone, les cultures inondées, pas typiquement les rizières, sont des sources de méthane, significatives. Et puis pour les sources anthropiques, il y a tout ce qui est dans l'extraction du gaz naturel, enfin du gaz dit naturel, gaz qui n'est pas plus naturel que le pétrole. Mais donc l'extraction, ce gaz, c'est du méthane. Il y a des fuites. Et donc, ça conduit à des sources de méthane vers l'atmosphère qui, elles aussi, sont significatives. Et puis, quelque chose qui est entre les deux, il y a tout ce qui est les feux de forêt. Il y a des feux qui sont naturels. Il peut y avoir... il y a des incendies naturels et puis il y a des incendies qui sont provoqués par l'homme. Donc, c'est un peu entre les deux. C'est aussi une source de méthane, mais d'un ordre de grandeur inférieur à tout le reste. Le puits de méthane dans l'atmosphère, parce que pour équilibrer un petit peu ça, il y a quand même aussi un puits. Le puits principal de méthane, c'est l'oxydation dans l'atmosphère, donc simplement c'est de la chimie. Donc c'est une réaction qui, en gros, consomme de l'oxygène et produit du CO2 et de la vapeur d'eau. Et cette réaction, en fait, elle est catalysée par OH, même si à la fin OH n'apparaît pas dans l'équation finale. En fait, il faut qu'il y ait ces radicaux dans l'atmosphère pour déclencher la réaction. Alors, si on regarde un petit peu, je vous ai dit sur les semi-grandes échelles de temps, vous voyez qu'ici, je vous montre l'âge en 800. En gros, ça va du présent, le présent qui est là, au lointain passé, 800 000 ans. En gros, un petit million d'années sur cette figure. Donc, vous voyez que, en fait, c'est de l'information qu'on tire des carottes de glace qui ont été creusées à pas mal d'endroits en Antarctique. Vous voyez un peu les différents sites.
Mais donc en gros, si on regarde la température c'est la figure, enfin c'est la courbe du milieu, on voit qu'on a eu des cycles qu'on dit glaciaires, interglaciaires, hein, avec aujourd'hui on est plutôt dans une période chaude, hein, parmi les périodes chaudes de ce cycle-là, et puis il y a 20 000 ans on était dans une période particulièrement froide, comme c'est montré là, donc il y a eu un peu ces oscillations, et donc là c'est la concentration en dioxyde de carbone et puis la concentration en méthane qui est déduite de ce qu'on trouve dans les bulles d'air qui ont été piégées dans les carottes de glace. Et donc on voit qu'il y a quand même il y a manifestement une corrélation, hein, entre les deux. Attention, je n'ai pas dit qu'il y avait une causalité, je n'ai pas dit quel était l'un qui pilotait l'autre, mais il y a manifestement une corrélation. Donc en gros, pendant les périodes chaudes, eh ben, vous avez beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, de dioxyde de carbone et de méthane, et à l'inverse, pendant les périodes froides, eh ben, vous êtes plutôt dans des périodes où il y en a assez peu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, hein, aussi bien pour le dioxyde de carbone qui est montré ici, vous voyez qu'on a fortement augmenté la concentration. La concentration, donc, en gros, on a augmenté par rapport au maximum de typiquement 50%. Et vous voyez que pour le méthane, c'est encore plus impressionnant, hein, parce que vous voyez que les variations naturelles, elles sont à peu près entre là et là. Et aujourd'hui, on est là, quoi. Donc on a triplé la concentration de méthane par rapport à sa concentration naturelle. Allez, j'avance directement sur cette voie-là. Juste un point aussi qui est intéressant enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on utilise dans les sciences du climat, les sciences de l'atmosphère, c'est qu'on regarde aussi les isotopes. Alors, les isotopes, pour ceux qui très rapidement, le carbone qu'on trouve dans l'atmosphère, il a plusieurs formes isotopiques. C'est-à-dire que le carbone, ça veut dire que dans un atome, vous avez un certain nombre de protons. En l'occurrence, le carbone, c'est 6. Dans un atome de carbone, vous avez 6 protons. Et par contre, le nombre de neutrons est variable. Dans la forme la plus courante, vous avez 6 neutrons, donc 6 protons, 6 neutrons. Mais il peut aussi y avoir du carbone 13, où il y a un neutron de plus. Et puis, il y a aussi du carbone 14, où là, il y a 2 neutrons de plus. Et le carbone 14 est instable, alors que le carbone 13 est stable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les carbones fossiles, hein, dans le carbone du charbon, ou le carbone du pétrole, ou le carbone du gaz, eh ben, il y a plutôt moins de carbone 13 que dans l'atmosphère, que dans la proportion de carbone 13 sur le carbone 12 est plus faible dans ces combustibles fossiles que ce qu'on trouve dans les océans, dans la végétation et compagnie. Et donc, si on regarde la proportion justement de carbone 13 par rapport au carbone 12, on voit que dans le même temps que l'atmosphère c'est fortement enrichi en dioxyde de carbone, hein, la courbe rouge c'est la concentration de dioxyde de carbone, et ben, dans le même temps, la concentration, la part relative du carbone 13 a significativement diminué. Alors, ce n'est pas une surprise, hein, vous mettez du carbone fossile qui a moins de carbone 13 dans l'atmosphère, la concentration de carbone 13 diminue, la proportion relative. Juste, j'aime bien montrer ça quand même parce que j'ai encore des échanges avec des climato-sceptiques qui m'expliquent que si le carbone augmente dans l'atmosphère, c'est simplement parce que les océans dégazent, il y a un réchauffement, et puis du coup, puisqu'il y a un réchauffement, les océans dégazent. Et ça, c'est une des réponses à ce truc qui, pour moi, est absurde. Mais une des réactions, c'est que si c'était les océans qui dégageaient, on ne devrait pas avoir cette diminution du carbone 13 dans l'atmosphère. Alors, maintenant, en fait, le carbone, aussi bien le dioxyde de carbone que le méthane, c'est des choses qui sont mesurées à pas mal d'endroits sur Terre. Ça, c'est une planche que j'ai déjà montrée dans ma leçon inaugurale, juste pour rappeler qu'il y a un réseau américain, il y a un réseau européen de mesures, et puis ça, c'est les sites de mesure qui sont faits dans mon laboratoire. Et puis, simplement pour montrer que dans le passé, enfin, jusqu'à il y a une 10-15 ans, en fait, on remplissait des bouteilles sur les différents sites, et on les emmenait au laboratoire parce que c'était uniquement dans le laboratoire qu'on avait des appareils pour analyser la composition très précisément. Maintenant, on a des appareils qui nous permettent de faire ça en continu. Donc, on peut mesurer directement sur site la composition de l'atmosphère. Et puis, donc, on mesure pas seulement au sol.
on mesure aussi ces concentrations par des ballons. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est développé depuis une dizaine d'années. Donc voilà comment ça marche. Donc vous avez des ballons, et puis ici, vous avez un espèce de tube très long qui est enroulé sur lui-même. Donc le ballon part, on lâche le ballon, il monte très haut, il monte jusqu'à à peu près 35 km. 35 km, je vous ai montré tout à l'heure, la pression atmosphérique, elle est vraiment très très faible, il n'y a pratiquement pas d'air. Donc en gros, le tuyau, il s'est vidé. Il s'est vidé parce que la pression extérieure est plus faible. Et puis, donc on peut soit déclencher le largage en fait, du tuyau, hein, le ballon part de son côté, et puis le tuyau retombe sous un parachute. Et en fait, en retombant, le tuyau il va se remplir d'un côté. Enfin, le tuyau il est fermé d'un côté, et donc il va se remplir. Donc d'abord avec le gaz qui est très haut. Donc on va retrouver au bout du tuyau l'air de très haut, et puis au fur et à mesure par de l'air qui est de plus en plus bas. Et donc finalement on a un petit peu un échantillon de la colonne d'air, mais un profil qu'on peut mesurer dès que le ballon revient à la surface. Et ben, on va regarder qu'est-ce qui est dans le tube d'un bout à l'autre du tuyau. Et donc, ça va nous faire une mesure directe du profil de concentration. Et donc, c'est ce que je vous montre sur ces trois graphes, hein, le profil de concentration du dioxyde de carbone, le profil de concentration du méthane et le profil de concentration du protoxyde d'azote, qui est le troisième gaz à effet de serre. Alors, regardons un petit peu, donc ça c'est un exemple, hein, mais ce sont des exemples un peu caractéristiques de ce qu'on trouve. En fait, là, je ne vous ai pas dit, la courbe en rouge, c'est vraiment ce qu'on a mesuré, et puis la courbe en bleu, c'est la modèle on a des modèles aussi de transport des gaz dans l'atmosphère, et donc c'est un moyen pour nous de vérifier quelle est la qualité de nos modèles, est-ce que sont bien ou pas. Alors, on commence par le dioxyde de carbone. Vous voyez que le dioxyde de carbone, donc, dans la troposphère, je vous ai dit tout à l'heure, les premiers kilomètres de l'atmosphère, le gaz, il est quand même assez bien mélangé. Vous voyez que vous avez une variation de typiquement 5 ppm sur 400, donc c'est vraiment très bien mélangé. Et puis vous voyez que vous avez une légère décroissance dans la stratosphère, mais là aussi, cette décroissance, elle est quand même assez relative, hein, puisqu'on a juste perdu quelques ppm ou quelques dixièmes de ppm sur 400. Alors, donc, en fait, pourquoi est-ce que la concentration de dioxyde de carbone est plus faible dans la stratosphère que dans la troposphère? Simplement parce que la stratosphère en fait, se mélange assez lentement. Le temps de mélange de la stratosphère avec la stratosphère est de plusieurs années. Donc finalement, d'une certaine manière, l'air qui est dans la stratosphère, il est plus vieux, entre guillemets, que l'air de la troposphère. Et puisque dans la troposphère, le dioxyde de carbone est en augmentation constante, et finalement, là, on retrouve dans la stratosphère la concentration qu'on avait dans la troposphère il y a quelques années. Voilà, c'est tout, ce n'est pas un processus chimique, c'est essentiellement de l'air qui est un petit peu plus vieux, donc sa concentration est plus faible. Pour le méthane, c'est différent. Vous voyez vous voyez peut-être, j'insiste sur le fait que pour pouvoir vous montrer aussi bien les concentrations dans la stratosphère que dans la troposphère, j'ai dû utiliser des échelles différentes. Ici, en bas, on est entre 1800 et 2000, et là, on est entre 0 et 2000. C'est-à-dire que la concentration là, pour le coup, de méthane est vraiment beaucoup plus faible dans la stratosphère que dans la troposphère. Et donc, la raison à ça, c'est qu'il y a de la chimie. Il y a de la photochimie, c'est-à-dire de la chimie qui est induite par le rayonnement solaire et qui va conduire à la destruction du méthane. Donc c'est du rayonnement ultraviolet qui va détruire ce méthane. En fait, le rayonnement ultraviolet, il ne parvient pas dans la troposphère, entre autres grâce à l'ozone. Donc vous n'avez pas cette destruction photochimique du méthane dans la troposphère, et par contre vous avez une destruction qui est très efficace dans la stratosphère. Donc ça, c'est un puits de méthane significatif. Et puis pour le protoxyde d'azote, vous avez un petit peu la même chose. Pareil, dans la troposphère, c'est extrêmement bien mélangé. Vous avez des variations qui sont vraiment, vraiment très très faibles. Et puis, par contre, dans la stratosphère, là aussi, une diminution très forte pour exactement le même type de phénomène, la même dissociation photochimique. Voilà. Donc ça, c'est des gaz qui finalement, autant le dioxyde de carbone est quand même vraiment bien mélangé, aussi bien dans la troposphère que dans la stratosphère, autant ce n'est pas le cas pour le méthane et le protoxyde d'azote.
du fait d'une combinaison de dynamique de l'atmosphère, le fait que les échanges entre le bas de l'atmosphère et le haut de l'atmosphère ne sont pas très efficaces, il n'y a pas beaucoup de mélange, et puis d'autre part parce qu'il y a de la chimie dans la stratosphère qu'il n'y a pas dans la troposphère. Bon, et puis d'autre part, je rappelle quand même, parce que c'est mon dada, que ces gaz sont mesurés aussi par satellite. Pareil, ça j'ai expliqué un peu dans le détail comment on fait pour mesurer la concentration de ces différents gaz depuis l'espace, et puis aussi les difficultés qui sont associées. Je vais pas y revenir maintenant. Alors, maintenant, le dioxyde de carbone, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même, sa concentration va varier du fait des processus biologiques, le fait que, en gros, en printemps et en été, vous avez de la photosynthèse, et donc cette photosynthèse absorbe du dioxyde de carbone de l'atmosphère, et puis au contraire, en été, à l'automne et en hiver, vous allez avoir une source, la végétation est une source de dioxyde de carbone. Donc vous avez ce cycle très net. Alors en fait, cette courbe ici, où je vous montre la concentration en dioxyde de carbone depuis, en gros, sur une quinzaine d'années, donc vous avez un petit peu ces oscillations, mais je vous montre à différents niveaux dans l'atmosphère. Et puis j'ai décalé les courbes, qu'elles ne soient pas toutes les unes sur les autres. Normalement, puisque la concentration est à peu près la même à tous les niveaux, normalement toutes les courbes devraient être les unes sur les autres. Simplement, je les ai décalées au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère. Donc vous voyez que dans la stratosphère ici, on est à 14 hectopascales, donc la stratosphère, vous n'avez pratiquement pas ce cycle annuel, c'est normal, je vous ai dit, la stratosphère et la troposphère sont assez découplées. Donc il y a cette croissance qu'on trouve dans la troposphère au même rythme, mais très peu de cycles annuels. Et puis à l'inverse, vous avez le cycle très fort, on l'observe surtout proche de la surface, de la couche limite, et puis plus on monte dans l'atmosphère, plus on trouve des trucs qui sont très faibles. Voilà, donc ça c'est, en gros, c'est au-dessus de... c'est juste dans la Méditerranée, en gros, c'est un petit peu à l'est de la Méditerranée. Maintenant, on peut regarder un petit peu comment ça se passe suivant les latitudes. Donc là, je suis proche du pôle Nord ici, à l'équateur ici, proche du pôle Sud ici. Et puis, ce que je montre, c'est l'amplitude du cycle annuel. Vous avez vu, là, en gros, vous avez cette montée et cette descente avec une amplitude ici qui est de l'ordre de 20 ppm. Et puis là, vous avez une montée et une descente avec une amplitude qui est seulement de 5 ppm. Donc, je montre l'amplitude de ce cycle en fonction de la latitude, et puis à différents niveaux dans l'atmosphère. À nouveau, la courbe rouge, on est assez proche de la surface, et puis plus vous allez vers la gauche, plus c'est des autres qui sont hauts dans l'atmosphère. Donc vous voyez qu'en gros, dans la stratosphère, le cycle annuel, il est très faible, il est très fort proche de la surface, et puis en gros, il y a aussi une fonction de la latitude. Ici, on est dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, donc là il y a beaucoup de végétation, et donc avec un cycle annuel de la végétation qui est très fort. Et puis là au contraire, on est en gros à la latitude du Sahara, enfin des déserts, et du coup il y a moins de végétation, et donc le cycle est plus fort. Et puis quand on revient sur les zones tropicales, où là il y a de l'eau, donc de la forêt, il y a un cycle qui est à nouveau fort. Puis vous voyez qu'au contraire, dans l'hémisphère sud, en gros, il se passe vraiment rien. Alors comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Pourquoi on ne trouve pas des cycles annuels comme ça dans l'hémisphère sud? C'est simplement que, autant vous avez beaucoup de terre dans l'hémisphère nord avec de la végétation dessus et donc qui génère ce cycle annuel, autant dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de terre, donc beaucoup moins de végétation que dans l'hémisphère nord. Puis en plus, ces terres sont plutôt au niveau des tropiques. En particulier, il y a très peu de terre sur les moyennes latitudes, où c'est là que c'est quand même dans les moyennes latitudes, typiquement autour de 45 degrés, entre 40 typiquement et 65 degrés, où là la végétation montre cette pulsation vraiment très importante. Donc en fait, alors maintenant, voilà la cause. Et puis, d'autre part, toujours, alors là je regarde à nouveau le dioxyde de carbone qui est mesuré à deux stations. J'ai pris un petit peu la même longitude, mais de chaque côté, en gros de chaque côté de l'équateur. Et donc vous voyez que dans l'hémisphère nord, vous avez ce cycle que j'ai expliqué. Dans l'hémisphère sud, très peu de cycles. Et puis vous voyez quand même que la concentration dans l'hémisphère nord, elle est plus importante en moyenne que dans l'hémisphère sud.
Donc la cause à ça, c'est à nouveau la même chose un peu que ce que je vous expliquais tout à l'heure, sauf que là, c'est les sources humaines, les sources anthropiques de dioxyde de carbone sont essentiellement dans l'hémisphère nord. Et le mélange entre le mélange de l'atmosphère, autant le mélange dans l'atmosphère est assez rapide à l'intérieur d'un hémisphère, hein, du fait des anticyclones, des pressions qui mélangent tout ça, autant les mélanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont assez lents, sont peu efficaces. Et par conséquent, là aussi, on a dans l'hémisphère nord de l'air, puisque c'est là que sont les sources principales de dioxyde de carbone, hein, les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, la Russie, tout ça c'est dans l'hémisphère nord. Donc c'est là où sont les sources. Et donc ces sources vont à terme partir aussi vont contaminer d'une certaine manière l'hémisphère sud, mais ça met quelques années, et donc c'est pour ça qu'on trouve cette différence de concentration. Alors, sur le dioxyde de carbone, c'est un peu compliqué du fait de la biologie qui est associée. Maintenant, il y a des gaz industriels, hein, pour lesquels il n'y a pas d'activité biologique qu'on retrouve. Alors attention, c'est des concentrations qui sont vraiment beaucoup plus faibles, hein, que celles dont on parlait jusque là. Les ppm, c'est du 10-6. Les ppt dont on parle ici, c'est du 10-12. Donc vraiment, il y a 1 million de fois, enfin la concentration est 1 million de fois plus faible. Mais donc sur ces gaz-là, où il n'y a pas d'activité biologique, on voit leur augmentation en fonction du temps, et on voit que cette augmentation, elle est, en tout cas la concentration est plus importante dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, hein, hémisphère nord ici en rouge et hémisphère sud ici en bleu, mais avec la même tendance, hein, parce qu'une fois que c'est mélangé, on retrouve ça. Donc la tendance des principaux gaz à effet de serre dont j'ai parlé, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote qui sont ici, vous voyez que le dioxyde de carbone en augmentation continue et même en accélération. Hein, vous voyez que sur les figures du bas, c'est les variations annuelles de combien ça a augmenté d'une année sur l'autre. Et donc vous voyez que le combien ça a augmenté, dans les 10 dernières années, en moyenne, on était ça augmentait de 2,5 ppm par an, alors que dans les années 60, ça augmentait aussi, mais seulement de moins de 1 ppm par an en moyenne. Donc on a aussi une accélération de cette croissance du CO2. Le méthane, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué, avec une croissance rapide dans les années 80, une stabilisation qui, franchement, n'était pas très bien comprise à l'époque, et puis c'est reparti à la hausse. Et là aussi, on n'avait pas anticipé. Les chercheurs sur le climat, quand on était ici, ils disaient ok, maintenant le méthane, ça a saturé, on va rester là, et puis c'est reparti à la hausse. C'était pas, maintenant, c'est à peu près compris, mais ce n'était pas du tout anticipé. Et puis le protoxyde d'azote, pareil, hein, il est en augmentation continue, et même en croissance. Le protoxyde d'azote, c'est essentiellement lié aux engrais. Les engrais azotés conduisent à cette augmentation des concentrations. Alors, CO2, méthane et protoxyde d'azote, c'est les 3 principaux gaz à effet de serre liés aux activités humaines, hein, qui ont conduit à l'augmentation de l'effet de serre. Maintenant, il y en a tout un tas d'autres qui sont, à mes yeux, pas très intéressants, parce qu'il y a très peu de chimie, sauf que certains ont contribué à la disparition de la couche d'ozone, donc on va vous en reparler bien vite. Voilà, donc ils ont été interdits, et donc la concentration a été stabilisée. Il y en a d'autres, par contre, qui sont encore en croissance continue, en particulier le SF6, hein, c'est un peu, je crois, le 4e en importance, c'est le SF6, c'est le 4e gaz à effet de serre. Là encore d'origine anthropique avec une croissance continue. Alors maintenant, pour finir mon exposé, je vais vous parler un petit peu des gaz qui sont à plus courte durée de vie. C'est-à-dire des gaz qui vont être là aussi émis soit par des activités humaines, soit par des processus naturels comme par exemple des incendies de forêt, et puis simplement qui vont disparaître de l'atmosphère essentiellement par chimie, en quelques heures ou quelques mois. Vous voyez que les gaz auxquels je vais m'intéresser ici, c'est le dioxyde d'azote. Hein. Attention de ne pas confondre le protoxyde d'azote N2O, qui est un gaz à longue durée de vie dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, au dioxyde d'azote, qui lui est un gaz à courte durée de vie.
le monoxyde de carbone qui a une durée de vie dans l'atmosphère qui est de l'ordre de la mois, et puis l'ozone troposphérique qui a une durée de vie qui est de l'ordre de quelques jours. Alors ici, je vous montre, là aussi c'est quelque chose qu'on observe, enfin ces gaz-là ils peuvent être observés depuis l'espace. Donc voilà le NO2 par satellite, une vision globale, une vision sur l'Europe et puis une vision d'un site industriel. Donc vous voyez, on retrouve, les concentrations sont importantes, très proches des sources. C'est normal, quand vous avez un gaz qui a une durée de vie de quelques heures, vous trouvez des concentrations significatives à proximité des sources et pas tellement ailleurs. C'est ça qu'on voit là. Donc du coup, leurs concentrations sont très variables. Vous n'avez pas du tout, au-dessus des océans, vous n'avez quasiment rien, alors que vous pouvez avoir des concentrations significatives. Enfin, elles sont importantes. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? D'une part, parce que on peut les observer depuis l'espace, donc c'est bien qu'elles sont significatives. Puis d'autre part, elles vont avoir un impact sur la chimie de l'atmosphère et sur la santé. C'est ça que je vais détailler un petit peu. Alors, les tendances sur ces différents gaz, donc en gros, ce sont les gaz. Pour moi, ce sont vraiment des gaz polluants dans le sens où ils ont un impact sur la santé et l'environnement. Le CO2, c'est un gros problème pour l'effet de serre, mais il n'a pas du tout d'impact sur la santé, enfin pas directement en tout cas. Et donc, personnellement, je n'utilise pas le terme de polluant pour le dioxyde de carbone, pour le CO2, alors que, clairement, ces gaz-là, eux, ce sont des oxydants, et donc ils ont un impact sur la santé. Alors, si on regarde un petit peu leur tendance dans le temps, par exemple, sur les États-Unis et sur l'Europe, c'est des courbes qui sont plutôt sur le bas de la figure. En fait, on était parti des valeurs élevées, mais il y a eu des politiques, justement, de dépollution qui ont été mises en place. Et ces pollutions ont un effet. On a très clairement une diminution un peu continue de la concentration de dioxyde d'azote, en tout cas dans les pays industrialisés, aux États-Unis et en Europe. Et à l'inverse, et vous voyez qu'en Chine, c'est les deux courbes qui sont là. Donc on a eu une croissance extrêmement forte, typiquement entre 1990 et 2010. Et puis la Chine, pour le coup, une fois qu'elle avait réalisé sa transition industrielle, elle a pu se préoccuper un peu de la santé des gens et elle a mis en place aussi des mesures justement pour diminuer ces concentrations, pour dépolluer, et donc ce qui conduit à une diminution des concentrations aussi en Chine. Par contre, en Afrique et au Moyen-Orient, on observe encore une augmentation lente mais continue de ces concentrations. Donc, les tendances sont très contrastées suivant les zones qui nous intéressent. Donc la chimie, quelques mots sur la chimie dans l'atmosphère, en particulier je vais vous parler de l'interaction entre un gaz à courte durée de vie qui est le NO2, je viens d'en parler, et puis un gaz que je vous ai présenté comme étant un gaz de durée de vie alors intermédiaire à la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. En gros, c'est une dizaine d'années. Et alors, comment je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le méthane est détruit dans l'atmosphère parce qu'il y a des radicaux OH qui y sont. Donc, du coup, la destruction du méthane, l'efficacité de la destruction du méthane va dépendre justement de la concentration de ces radicaux OH. En fait, et donc, les NO2, l'oxyde d'azote, conduit à la formation des OH. Enfin, c'est un des gaz précurseurs du radical OH. Pendant la pandémie, pendant la période de Covid, donc essentiellement en 2020, le NO2, il y a eu beaucoup moins de trafic, un impact sur le trafic qui a été très fortement diminué. Or, le trafic routier en particulier, c'est une forte source de NO2. Donc il y a eu vraiment une diminution du NO2 sur toutes les zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ce qui a conduit à une diminution de la concentration de la production de OH dans l'atmosphère. Et par conséquent, ça a conduit à ce qu'il y ait moins de production de méthane. Et du coup, c'est ça qui explique, c'est ça qui explique en partie la hausse particulièrement forte du méthane qui a eu lieu en 2020. Donc vous voyez une interaction entre le cycle des oxydes d'azote et les gaz à longue durée de vie avec un impact sur l'effet de serre. Et en fait, et ça c'est un petit peu problématique parce qu'on a envie quand même pour des raisons de santé publique, on a envie de diminuer
la concentration des oxydes d'azote, mais en faisant ça, on sait que finalement, on va augmenter la durée de vie du méthane dans l'atmosphère, ce qui est un problème parce que le méthane, c'est quand même un gaz à effet de serre assez important. Et puis toujours, à nouveau, si on veut se projeter dans le futur, il y a la problématique de l'hydrogène. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a des plans comme quoi on devrait faire une transition majeure vers l'hydrogène, utiliser l'hydrogène comme carburant. On pourrait avoir ça pourrait remplacer par exemple le méthane pour un certain nombre de choses. En plus, c'est une possibilité de transporter de l'énergie. Mais on voit bien que si on développe vraiment une industrie de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est difficile à stocker, on sait qu'il y aura des fuites, hein, il n'y a pas de doute. C'est bien sûr difficile à quantifier, mais on sait qu'il y en aura. Alors, le H2, l'hydrogène, ce n'est pas un problème pour la santé, ce n'est pas un problème pour l'effet de serre, parce que ce n'est pas un gaz à effet de serre. Du coup, on pourrait se dire, bon, finalement, ouais, il y a des fuites de méthane, ok, il va finir par s'oxyder, donc ce n'est pas un problème. Mais en fait, l'hydrogène, il réagit avec OH, hein, ces mêmes radicaux, donc il va consommer en partie les OH, et donc c'est autant d'OH qui sera pas là pour détruire le méthane. Donc on sait que s'il y a des fuites d'hydrogène, en fait, on va augmenter finalement la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Donc finalement, l'hydrogène, c'est pas directement un gaz à effet de serre, mais indirectement, les émissions d'hydrogène conduisent à une augmentation de l'effet de serre à travers ce cycle du méthane. Donc là aussi, c'est une interaction entre un gaz qui a une relativement courte durée de vie et puis un gaz qui a plus longue durée de vie du fait de l'interaction. Ma dernière slide, je sais qu'il y a écrit 27, mais en fait, le 28, c'est la fin. Donc voilà, c'est les quelques points que, à mon avis, sont importants à retenir de ce cours. Je rappelle que plus de 90% de l'atmosphère, en fait, ce sont des gaz, l'azote, l'oxygène, l'argon, qui ne contribuent pas à l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un gaz qui fait uniquement... Donc tous les processus climatiques, dont l'effet de serre, font intervenir uniquement des éléments traces, hein, donc le CO2, le méthane, l'ozone, et puis bien sûr la vapeur d'eau. Hein, je vous ai expliqué comment la vapeur d'eau était un gaz essentiel pour comprendre le changement climatique. Donc ces gaz sont mesurés en permanence. Hein. On fait des observations au sol, on fait des observations par ballon, et puis ils sont observés par satellite. Donc finalement, on a une connaissance de la distribution de ces gaz dans l'atmosphère qui est vraiment très, très complète aujourd'hui. Donc les activités humaines ont un impact majeur sur la concentration de certains de ces gaz. Alors j'ai parlé des gaz qui sont aussi biologiques, hein, le CO2, le méthane, mais aussi vous avez vu qu'il y a des gaz industriels pour lesquels il n'y a pratiquement pas de chimie dans l'atmosphère, enfin peu de chimie, et qui sont en croissance continue. Voilà, et donc les tendances qui montrent des évolutions contrastées avec les gaz à effet de serre qui sont en croissance rapide, et puis les gaz polluants qui diminuent dans les régions occidentales, mais qui augmentent rapidement en Inde et au Moyen-Orient. Et voilà, je m'arrête là. Je vous remercie.